Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la métropole à la santé et aux solidarités. Tout à Alors, la fait. métropole a annoncé cette semaine une plainte déposée contre les industries Arkema et Daikin pour la pollution au PFAS. Ouais. Cette plainte, c'est parce que vous n'arrivez pas à travailler en bonne entente avec ces entreprises? Cette plainte, c'est la suite logique de longs pourparlers, de beaucoup d'actions. D'abord, par le biais de discussions, d'échanges, de réflexions avec les industriels. Et puis, arrive un temps, dès lors que ça ne donne pas les effets escomptés, on passe à autre chose en espérant que là, on sera entendu. Là, ce que vous souhaitez, c'est les faire payer pour la dépollution de l'eau. On souhaite engager quelque chose qui serait de l'ordre du principe du pollueur-payeur, dès lors que les, les origines de cette pollution sont attribuées à des industriels. Il nous paraissait tout à fait logique que ce soit ces mêmes industriels qui en prennent la charge en matière de réparation des préjudices. Est-ce qu'il y a des précédents qui vous rendent optimiste dans l'issue de cette procédure? Ni optimiste, ni pessimiste. On a essayé d'être le plus méthodique possible, ce qui parfois a été considéré comme étant une forme de lenteur dans l'action. Nous, on a préféré sécuriser cette action, la consolider de manière à avoir une démarche qui soit la plus probante possible, puis surtout qui ait un tant soit peu de chances d'aboutir dans le sens de l'intérêt des concitoyens, puisque au final, c'est quand même à l'eau que l'on touche, hein, qui est un symbole hautement emblématique pour ce qui est à la fois de l'exécutif de la métropole, c'est dans notre ADN, mais également, et là je vais parler pour ma paroisse, c'est une question de santé publique. Donc il fallait impérativement que l'on mette en face les moyens qui étaient à la hauteur du risque que pouvait encourir la population. Alors justement, en matière de santé publique, qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité de l'eau qui est distribuée au robinet dans l'agglomération aujourd'hui? Elle est polluée au PFAS, en dessous des normes, mais ça reste dangereux selon vous. Oui, et puis ma collègue Anne Gros-Perrin, qui a en charge l'eau, l'agence de l'eau, ne souhaite pas se contenter de coller aux normes autorisées, mais veiller à ce que l'eau qui arrive dans le robinet des grandes Lyonnaises et les grands Lyonnais soit la plus potable possible et de qualité. Encore une fois, il s'agit de santé publique. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aux habitants de l'agglomération? On peut boire l'eau du robinet ou il vaut mieux passer à de l'eau en bouteille? L'eau en bouteille, en plastique, je vous laisse imaginer que ce ne serait probablement pas une bonne indication, en tout cas sur du long terme. Et à l'heure actuelle, si l'eau coule au robinet, c'est qu'elle est consommable. Sinon, vous imaginez bien qu'il y a bien longtemps qu'on aurait tiré la sonnette d'alarme en disant ne buvez plus l'eau. Donc on peut boire l'eau, mais vous portez plainte quand même contre les industriels Ah pour ben la l'un pollution de n'empêche l'eau. pas l'autre, bien entendu. Ça s'appelle l'anticipation. C'est justement avant que l'eau ne soit plus potable qu'on se doit d'agir. C'est non seulement on en a la mission, mais c'est un passage obligatoire si on veut être digne de la confiance qui nous a été accordée depuis qu'on est en place dans cet exécutif. Derrière, ce sont des enjeux financiers. On évoque 6 millions d'euros, c'est ça, pour dépolluer l'eau et voire peut-être beaucoup plus s'il faut des investissements supplémentaires. Alors là, moi, je suis étonné des 6 millions. Moi, j'ai entendu parler de chiffres bien plus importants que cela. Je n'ai pas en charge ce dossier sur le plan technique, mais ce qui est certain, c'est que ça va coûter plusieurs millions. Donc, qui va payer? L'objectif, c'est de faire payer du coup l'industrie qui est Le présente sur le territoire. responsable, le responsable du préjudice, On sait que ce sont des industries qui sont aussi pourvoyeuses de beaucoup d'emplois, qui ont une bien sûr. importance stratégique dans l'agglomération. Mhm. Est-ce que ce n'est pas une prise de risque de les voir investir ailleurs? Bah, c'est probablement une des choses qui fait qu'on a pris du temps pour agir, parce que justement, Bruno Bernard tenait absolument à concilier à la fois des considérations d'ordre environnemental, d'ordre de santé publique, mais également économique. Il est hors de question de jouer la politique des terres brûlées. Non, au contraire. Moi, j'ai vraiment le sentiment que la manière intelligente de procéder, c'est de garder sur notre territoire ces industriels et de faire avec eux plutôt que de les voir partir ailleurs et œuvrer en toute impunité et reproduire ce qui a pu se passer ici avec beaucoup moins de contrôle. Pour faire avec, il faut être deux. Mhm. Vous n'avez pas réussi à coopérer avec eux. D'où
D'où la plainte, D'où la démarche. et du coup, d'où le risque de les voir désinvestir le territoire. Je pense que le président Bernard avait bien réfléchi en amont et que si on y va aujourd'hui, attention, on ne part pas, on n'envoie pas l'armée. Hein. On est encore dans quelque chose qui est de l'ordre de, on saisit une juridiction pour lui demander de statuer sur qui est responsable et qu'est-ce qu'il va devoir se passer ensuite. Juste avant l'annonce de cette plainte, vous avez annoncé de nouveaux signataires dans l'agglomération pour votre charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Bon, c'est une démarche avant tout symbolique. Vous vous réjouissez de voir qu'il y ait quelques communes de droite qui vous rejoignent? Symbolique. C'était une démarche qui se voulait fédératrice. Moi, je souhaitais voir, j'aurais aimé dans l'absolu que les 59 communes de la métropole se portent signataires de cette charte pour pouvoir afficher un message clair et fort à la population, disant, voilà, au-delà des clivages de gauche, de droite, d'abord, ce qui nous importe, c'est la santé publique de toutes et tous, et les perturbateurs endocriniens qui sont, et aujourd'hui, ça n'est plus à démontrer, la cause de pas mal de problématiques, de pathologies. Je pense notamment au niveau des enfants et des jeunes enfants. Il était important de s'engager. J'ai souhaité le proposer aux communes. Certaines se sont portées signataires, y compris des mairies de droite, sans aucun problème, sans réserve aucune. Et puis d'autres, je vais dire que j'espère qu'elles se sont contentées d'ajourner, mais qu'un jour, elles reviendront. Dans l'actualité, on a appris la fermeture en février d'un lieu de répit dédié à Alzheimer à Villeurbanne. Est-ce que c'est pas un manque pour la métropole? Est-ce que la métropole va prendre le relais de la ville de Villeurbanne qui n'arrive plus à financer ce lieu? Avec l'Agence régionale de santé, puisque vous savez qu'on a une double tutelle avec la métropole sur la totalité des politiques du médico-social, oui, le lieu de répit avec ses 5 places pour des personnes malades d'Alzheimer vient de fermer. Pour autant, c'est un dossier qui est en cours. Et normalement, mi-septembre, fin septembre, les places seront redistribuées sur la commune de Villeurbanne avec probablement un gestionnaire différent. Mais pour l'instant, on en est encore au pourparlers et à l'instruction du dossier, mais ça n'est pas une fermeture sèche et définitive, bien entendu. C'est pas un mauvais coup que vous fait votre collègue, vice-président de la culture, Cédric Vinci-Vandel, qui est aussi maire de Villeurbanne, en vous mettant devant le fait accompli. On a pu trouver une solution qui évite que ces places disparaissent pendant au moins plusieurs mois. Oui, alors ceci dit, les résidents ne vont pas être mis à la rue. D'une part, la prise en charge va continuer. On a de l'accueil temporaire sur des structures. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de coups de la part de Cédric Vinci-Vandel. Non, pas du tout. Au contraire, on se parle depuis le début. Et on a échangé sur le dossier. Non, les choses se font en parfaite concertation. Il n'y a pas de malaise à ce niveau-là, en tout cas pas à ma connaissance, et je pense que je le saurai. On sait qu'un des vrais soucis, pour finir dans l'agglomération, c'est la difficulté de recrutement. Vous misez sur un festival des métiers du soin le 8 avril prochain pour trouver des candidats dans les EHPAD et les centres de santé de l'agglomération? Alors, on mise, non. On pérennise une démarche qui a commencé déjà il y a 2 ans. On relance une édition du Festival des métiers du prendre soin, tant pour le grand âge, le handicap que pour l'enfance, puisque ce sont des secteurs qui sont sévèrement impactés. L'idée étant de nouveau de rappeler que ces métiers sont toujours en tension, que les candidats sont les bienvenus, que des infrastructures sont mises en place sur le territoire pour pouvoir les accompagner, leur proposer des formations, mais ensuite leur proposer une embauche, et une embauche sécurisée. C'est quelque chose qui nous paraissait incontournable. De là à dire que l'on mise tout sur un festival, ce serait vraiment s'illusionner. Aujourd'hui, le phénomène est tellement conséquent que si on peut simplement arriver à rappeler à chacune et à chacun que ces métiers ont besoin de candidats, ce serait déjà pas mal. L'ampleur du déficit, c'est que pour les personnes qui souhaitent rester à domicile, personnes dépendantes à domicile,
il y en a 1 sur 5 dans l'agglomération qui ne trouve pas de personnel pour venir. Ouais, globalement, on peut considérer que 20% des plans d'aide ne sont pas exécutés, alors que les bénéficiaires ont touchent les subventions pour pouvoir s'en acquitter. Mais faute de personnes sur le terrain, oui, ces plans d'aide ne sont pas exécutés, absolument. Pascal Blanchard, je vous remercie. Merci de m'avoir accueilli. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.